Bonjour à tous, je suis accompagné de Nathalie Keller qui est chef de marché chez EBP sur la partie gestion commerciale et également de Vanessa Tedaldi qui est chef de marché sur la partie point de vente qui vont donc répondre pendant le webinaire à toutes vos questions. Donc je ne vais pas répondre en live à vos questions, donc c'est Nathalie et Vanessa qui vont le faire pendant la présentation. Alors juste pour démarrer, donc bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire. Donc je suis Olivier Brunet, je suis responsable marketing produit chez EBP et je vais donc vous présenter ce webinaire sur la loi antifraude. Alors l'idée de ce webinaire, c'est de ne pas rentrer dans des détails trop techniques. J'ai souhaité faire un webinaire assez simple, accessible, de manière à essayer de vulgariser au mieux cette fameuse loi antifraude. Alors je vous propose le déroulé suivant. Donc on va faire une rapide présentation du groupe EBP et puis ensuite on verra bien sûr le point principal, la loi antifraude, c'est quoi, pourquoi, pour qui, dans quel logiciel, ça c'est une donnée assez importante. Ensuite, deux dernières parties, comment savoir si mon logiciel est conforme et enfin, quels sont les risques à utiliser un logiciel qui n'est pas conforme à la loi antifraude. Alors rapidement, la présentation du groupe EBP. Donc EBP est une société qui a été créée en 1984 par René Santis, PDG et fondateur et toujours actuel PDG de l'entreprise. EBP aujourd'hui, c'est 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 500 collaborateurs, 5000 revendeurs et 560 000 clients. Alors on va commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet. La loi antifraude, c'est quoi? Eh bien la loi antifraude, ça émane de l'article 88 de la loi de finances 2016. Et que nous dit cet article 88? Eh bien, c'est une nouvelle réglementation qui va rentrer en vigueur dans très peu de temps, puisque dans 3 semaines, le 1er janvier 2018. Et cet article 88 nous dit la chose suivante, et ça a pour objectif de lutter contre la fraude à la TVA, la dissimulation de recettes en imposant l'utilisation d'un logiciel ou système de caisse certifié. Pourquoi cette loi antifraude? Avant vraiment de rentrer dans le détail, eh bien, tout simplement parce que il y a énormément de fraude à la TVA en France. Si l'administration impose d'utiliser des logiciels certifiés, c'est tout simplement pour lutter contre la fraude à la TVA. La fraude à la TVA en France, c'est en tout cas en 2016, 17,8 milliards d'euros par an. Ça nécessitait plus de 45 000 vérifications de comptabilité et ça a occasionné des redressements en droits et pénalités à hauteur de 11 milliards d'euros. Et c'est un sujet majeur pour l'administration, tout simplement parce que la TVA représente aujourd'hui plus de 50% des recettes fiscales de l'État, avec un montant de plus de 200 milliards d'euros de taxes collectées par l'État. Mais avant, encore une fois, de rentrer dans le détail de la certification des logiciels, pourquoi cette fraude à la TVA? Aujourd'hui, la fraude, elle a de multiples aspects. Tout d'abord, il y a l'utilisation de logiciels dits permissifs. On a tous connu, notamment sur la partie caisse, l'utilisation du fameux mode de test où il permettait effectivement de s'entraîner sur un logiciel de caisse, mais avec pour conséquence néfaste de ne laisser aucune trace sur les transactions. Il y a également l'utilisation de taux de TVA erronés. Si on prend par exemple la restauration, il y a énormément de taux de TVA. Vous avez du 5,5, vous avez du 10%, vous avez l'alcool à 20%, différent si vous consommez sur place ou à emporter. Donc là, ce n'est pas une fraude, on va dire directement utilisée par les utilisateurs, si je puis dire, mais tout simplement des erreurs du fait que c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver dans tous ces différents taux. Vous avez une autre fraude à la TVA qui est la fraude au carrousel. Alors là, c'est vraiment la fraude à grande échelle. Alors, je vous invite à aller sur le web et vous renseigner sur la fraude au carrousel, mais très rapidement, c'est valable vraiment dans les transactions intracommunautaires. Là, on facture des marchandises avec des sociétés écrans qui n'existent même pas, uniquement pour frauder la TVA. Et il y a encore de multiples aspects encore, là, ce ne sont que quelques-uns que j'ai présentés. Tout ça pour vous dire que la certification des logiciels n'est pas une réponse, et c'est pas la réponse unique pour lutter contre la fraude à la TVA, mais c'est une des réponses. C'est une des réponses pour lutter contre la fraude. Maintenant, la loi antifraude, c'est pour qui? Eh bien, une entreprise est concernée par la loi antifraude à la TVA si elle entre dans la configuration suivante. C'est-à-dire que les règlements de ses clients sont enregistrés au moyen
d'un logiciel ou d'un système d'encaissement, et si elle est assujettie à la TVA, même si son chiffre d'affaires est inférieur au seuil de franchise en base. Et ce dispositif s'applique à tout le monde, quelle que soit la taille, que vous soyez une TPE, une PME, une ETI ou un grand groupe, la loi antifraude s'applique, quel que soit le statut, que vous soyez une personne physique ou morale, et quel que soit le nombre de salariés travaillant dans l'entreprise. La question qui divise aussi pas mal de monde, je dirais, c'est dans quel logiciel doit-on intégrer la loi antifraude? On a pu voir à l'instant qu'il faut donc plusieurs conditions à remplir pour entrer dans le dispositif de la loi antifraude. Mais il y a une condition qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le règlement de ses clients sont enregistrés au moyen d'un logiciel ou d'un système d'encaissement. Donc la première question à laquelle nous devons répondre, c'est de savoir dans quel logiciel entre dans le champ d'application, parce que l'administration est assez vague sur le sujet. On parle de logiciel, mais ce terme veut tout dire et rien dire à la fois. Donc la question qu'il se pose, c'est est-ce que cela concerne les logiciels de caisse? Est-ce que cela concerne les logiciels de gestion commerciale? Et est-ce que cela concerne les logiciels de comptabilité? Eh bien, c'est pas simple d'y s'y retrouver. C'est pas simple de répondre à cette question, tout simplement parce que l'administration vraiment nous a donné une démonstration d'un manque de limpidité certain dans sa communication. Et donc là, on va voir ensemble le rappel des épisodes précédents. Alors, l'épisode 1, c'est le texte de loi du 3 août 2016. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous verrez dans la présentation que vous allez avoir l'occasion ensuite de récupérer. Vous pourrez cliquer sur les liens et vous aurez accès aux différents articles qui sont cités dans la présentation. Cet article du 3 août 2016 nous dit, je l'ai vraiment ici surligné en gras, qui enregistre les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse. Donc, clairement, le texte de loi nous dit la comptabilité, la gestion ou le système de caisse est concerné par la loi antifraude. Ça, c'est l'épisode 1. L'épisode 2, c'est le communiqué de presse de Gérald Darmanin qui a été communiqué, c'est le cas de le dire, le 15 juin 2017. Et là, il y a une sorte de recentrage sur la loi antifraude. Là, j'ai également mis en gras, seuls les logiciels et systèmes de caisse principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA sont ainsi concernés. Donc là, le communiqué de presse nous indique que finalement, ce sont les systèmes de caisse qui sont concernés par la loi antifraude. Mais attention, il ne s'agit que d'un communiqué de presse et non d'une publication officielle de la loi. Donc, l'article 88 qu'on a cité tout à l'heure de la loi de finances 2016 n'a pas été modifié pour autant. Donc, c'est seule la publication au projet de loi de finances 2018, puis une instruction au BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques, en 2018 validera définitivement les aménagements. Le troisième épisode, c'était encore cet été, c'est la foire aux questions qui a été publiée par l'administration fiscale. Donc ça a été publié le 28 juillet 2017. Donc l'extrait que vous voyez à l'écran n'a pas d'intérêt en soi, c'est juste pour vous donner l'aspect qu'avait cette FAQ, qui est plutôt faite, qui fait 17 pages. Et l'objectif de cette FAQ, c'était de répondre aux nombreuses questions que les entreprises se posaient au sujet justement de la loi antifraude. Mais encore une fois, la FAQ ne vaut pas force de loi. Cependant, son contenu prépare quand même les orientations du futur bulletin officiel des finances publiques BOFIP. Et l'épisode 4, c'est un épisode qui n'est pas encore connu. Ça, c'est la future publication définitive de la loi antifraude à la TVA au bulletin officiel des finances publiques en 2018. Et on peut voir que l'administration, au fil de sa communication, affirme des choses et se contredit à la fois. Donc c'est vraiment pas simple d'y voir clair. Il faut donc vraiment attendre la loi de finances 2018 pour attendre, en tout cas pour connaître définitivement la position de l'administration fiscale. Mais nous, éditeurs, en attendant sa publication, il faut que l'on démarre sans tarder. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les textes, et savoir y répondre, car l'échéance, elle est extrêmement proche, et on verra que il y a quand même des sanctions assez lourdes si on n'utilise pas un logiciel conforme aux antifraude. L'échéance est très proche puisque c'est dans 3 semaines. Donc éditeur,
nous, éditeurs, eh bien, il faut effectivement d'ores et déjà travailler, déjà depuis de longues semaines, et donc il faut comprendre les textes et de savoir effectivement faire ressortir les points importants des points qui ne le seront pas. Alors finalement, c'était la question de départ, quels logiciels sont concernés par la loi antifraude? Alors sans faire durer le suspense, avant de répondre encore à cette question, il faut savoir que cela concerne toutes les technologies, tous les modes d'utilisation. Que vous ayez installé votre logiciel sur un disque dur, que vous utilisiez une solution dans le web, une solution SaaS, que vous soyez en open source, que vous ayez une solution en mode locatif, vous êtes concerné par la loi antifraude. Et ce, quel que soit le mode de règlement utilisé, que vous fassiez des règlements en espèces, en carte bleue, en chèque, et que ces modes de règlement soient comptants ou fractionnés, vous êtes concerné. Alors, la première question à laquelle on peut répondre, c'est les logiciels sont clairement concernés. Là, c'est un point au niveau de différents épisodes que nous avons évoqués tout à l'heure ensemble au niveau de la communication de l'administration fiscale. Les logiciels de caisse sont clairement concernés par la loi antifraude car ils sont spécifiquement visés par cette loi antifraude. À l'origine, c'était vraiment sur les caisses. En effet, ils doivent répondre au code du commerce, donc le R123-173, avec encore une fois ici un lien, et l'article 286 du CGI. Encore une fois, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque article, mais en tout cas, vous aurez l'occasion de cliquer dans la présentation, ça vous emmènera à l'article concerné. Donc la question se pose, la question reste entière sur les logiciels de comptabilité et de gestion commerciale. Ce que nous pouvons dire, c'est que la loi antifraude, dont nous parlons déjà depuis de longues minutes, perfectionne les dispositifs de contrôle et centre désormais son action directement au cœur des logiciels de gestion et systèmes d'encaissement. Mais avant, encore une fois, de répondre à la question sur la comptabilité et la gestion commerciale, on peut aussi rappeler rapidement les obligations importantes auxquelles les entreprises doivent déjà se conformer. La loi antifraude, quelque part, renforce aussi certains principes, mais qui sont déjà applicables déjà depuis fort longtemps. Tout d'abord, encore une fois, vous trouverez des liens ici dans la présentation. Tout d'abord, le contrôle fiscal des comptabilités informatisées, le CFCI, qui rapidement donc, présente les états comptables basés sur des écritures qu'on dit validées, intangibles et irréversibles. Vous avez ensuite la piste d'audit fiable. Là, c'est la production d'éléments justificatifs en amont de la comptabilité qui permet d'établir son caractère sincère et intangible. Et ce que nous dit aussi cette piste d'audit fiable, c'est que la modification d'une facture après sa validation et son écriture comptable est interdite, voire est frauduleuse. D'autres éléments auxquels les logiciels doivent déjà se conformer depuis longtemps, vous avez ici le droit de communication. Donc là, c'est la présentation de toute pièce permettant au contrôleur d'analyser le fonctionnement du système d'information qui a été utilisé dans l'entreprise. Et l'éditeur du logiciel doit mettre à disposition le code source du produit en cas de doute. Dernier point, la présentation du fichier des écritures comptables, ce qu'on appelle le FEC. Eh bien, depuis le 1er janvier 2017, en cas d'examen de comptabilité, l'entreprise dispose de 15 jours pour transmettre un FEC conforme. Là encore une fois, dans les différents liens, vous pourrez rentrer dans le détail de chacun de ces bulletins officiels des impôts pour vraiment regarder, parce que c'est peut-être parfois des éléments qu'on a tendance des fois à oublier, mais d'ores et déjà, les logiciels de gestion au sens large doivent déjà répondre à ces 4 éléments que je viens de citer. Alors, maintenant, il va falloir répondre à la question sur la gestion commerciale et la comptabilité. Eh bien, la FAQ, si on reprend l'épisode 2 que je citais tout à l'heure, eh bien, il est précisé un point assez important. Et là, je vais la lire. Il ne convient pas de tenir compte de la qualification du logiciel, de caisse, comptable ou de gestion, mais de retenir sa fonctionnalité de caisse. Voilà, donc ainsi, un logiciel de gestion qui permet l'enregistrement des opérations de vente ou de prestation de services qui concernent les non assujettis à la TVA, clients particuliers, doit être considéré comme un logiciel ou un système de caisse visé par le dispositif. Là, pour nous, les logiciels de gestion commerciale et de comptabilité sont ciblés parce qu'ils possèdent des fonctionnalités de caisse. Par ailleurs,
Cette FAQ nous indique qu'il faut faire la différence entre le type de client. Si vous êtes un client professionnel, si vous travaillez avec des clients professionnels, vous êtes hors du champ d'application de la loi antifraude. Par contre, si vous travaillez avec des clients particuliers, vous rentrez dans le champ d'application antifraude. Eh bien, l'éditeur, lui, ne peut pas connaître à l'avance, au moment où il va fournir un logiciel à un de ses clients, si ce client, si vous travaillez avec des entreprises ou avec des particuliers. Par conséquent, on n'a pas d'autre choix que le système puisse être conforme aux antifraude, puisque nous ne connaissons pas la décision finale, en tout cas du type de client avec lequel vont être utilisés les logiciels. Et d'ailleurs, cette position que BP prend sur le fait de dire que les logiciels de gestion commerciale de comptabilité sont ciblés par la loi antifraude, eh bien, est relayée par le XOEC dans un article qui a été publié très récemment, en octobre 2007, dont vous trouverez également la source lorsque vous allez avoir la présentation. Et que nous dit cet article? Je vais le citer également. Plusieurs articles et communiqués d'éditeurs ont repris littéralement la promesse de simplification du communiqué ministériel en énonçant que seules les caisses enregistreuses étaient concernées. Beaucoup d'éditeurs, d'intégrateurs et d'entreprises ont alors considéré à tort qu'ils n'étaient plus concernés. Dernier point pour préciser que les logiciels de caisse, de gestion commerciale et de comptabilité entrent dans le champ d'application de la loi antifraude. Le rôle des éditeurs de logiciels est de s'assurer que les entreprises travaillent en pleine conformité, quelles que soient les mesures qui pourraient être prises, et même à la dernière minute. De plus, ce qu'on peut dire pour clore ce chapitre sur les logiciels concernés, bien de toute manière, la lutte contre la fraude restera une priorité pour tous les gouvernements. Donc, il faut appliquer le principe de précaution et le meilleur moyen, tous ces aléas peut-être et ces changements peut-être légaux, fiscaux et sociaux à venir, eh bien, c'est d'avoir un logiciel parfaitement conforme avec les dispositifs en cours. Maintenant que nous avons indiqué quels sont les logiciels qui étaient concernés par la loi antifraude, maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail sur à quoi doivent effectivement répondre ces logiciels. Il y a 4 conditions. Il y a tout d'abord la condition d'inaltérabilité. Alors je ne vais pas rentrer encore une fois dans le détail, mais ça veut donc dire ici que chaque correction que vous allez apporter à votre logiciel, en tout cas au moment d'utiliser votre produit, doit se faire par des opérations de plus ou de moins. Ça veut donc dire, si je prends un exemple concret, lorsque vous établissez une facture et que cette facture est validée, eh bien, si vous devez faire une correction, vous n'avez pas l'autorisation, vous n'avez pas le droit d'aller modifier directement la facture. Si vous avez fait une erreur, si vous avez oublié un produit sur cette facture, eh bien, soit vous faites une nouvelle facture, soit vous procédez à un avoir, tout simplement. Mais en tout cas, les opérations de correction directe sur les documents ne sont pas autorisées. Ça, c'est la condition d'inaltérabilité. Ensuite, la deuxième condition, c'est la condition de sécurisation. Là, c'est propre, je dirais, à l'éditeur. Eh bien, toutes les données que vous enregistrez dans vos logiciels, les données d'origine, les données de modification, celles qui permettent la production des pièces justificatives, eh bien, doivent être sécurisées au moyen d'un procédé technique fiable pour eh bien, garantir leur restitution dans leur état d'origine. Ça, c'est une notion de sécurisation et de traçabilité. Ça, c'est la seconde condition. La troisième condition, c'est la condition de conservation. Là, le logiciel qui enregistre les données, notamment la caisse, doit prévoir une clôture. Elle a une clôture annuelle, mensuelle, mais également journalière. Et les données doivent être conservées pendant 6 ans. Ça, c'est la donnée de conservation. Ensuite, la quatrième condition, c'est la condition d'archivage. Là, le principe de l'archivage, ça a pour objet de figer les données et de donner une date certaine aux documents archivés. Et cette archive, même si vous changez de logiciel, il doit être possible qu'elle soit lue et facile par l'administration fiscale. Et même les archives tracées. Là, encore une fois, l'éditeur va vous permettre
d'archiver vos données, mais le moyen par lequel vous allez effectivement archiver des données vous appartient. Que vous utilisiez une sauvegarde en ligne, une clé USB ou tout autre système, cela appartient aux entreprises. Nous, l'éditeur, lui, procédera à l'archivage, mais la manière de les archiver ensuite, c'est du ressort de l'entreprise. Voilà les 4 conditions auxquelles doivent remplir les logiciels pour entrer justement, pour répondre à ce dispositif de la loi antifraude. Maintenant, la question bien sûr, qui doit savoir si le logiciel actuel est conforme à ce dispositif. Eh bien, il y a 2 possibilités pour justifier de la conformité de son logiciel. La première, c'est l'attestation individuelle de l'éditeur. Celle-ci doit être nominative, elle est délivrée par logiciel et par version. Par contre, attention, ne peuvent s'auto-attester que les sociétés dont le code NAS, donc NAS c'est le code NAF mais au niveau européen, dont le code NAS est une activité d'édition de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de système de caisse. Ça veut donc dire que si vous avez vous-même développé votre propre logiciel et que c'est ce dernier que vous utilisez aujourd'hui dans votre entreprise, vous ne pourrez pas vous auto-attester parce que vous n'êtes pas considéré au niveau de votre code NAS comme étant un éditeur de logiciels de gestion. La seconde possibilité pour justifier de la conformité, c'est la certification. Il y a 2 organismes qui ont été accrédités, 2 organismes certificateurs. Tout d'abord, vous avez InfoCert qui délivre la NF 525 et vous avez également le LNE qui est le Laboratoire National d'Essai qui lui va délivrer une certification sur les systèmes de caisse. Mais attention, ces 2 organismes aujourd'hui ne peuvent attester que de la conformité des logiciels de caisse. Et il faut savoir que le choix numéro 1 est tout aussi probant que le numéro 2, peu importe que vous choisissiez la première solution ou la seconde solution, en tout cas celle qui vous sera proposée par votre éditeur actuel. Soit vous aurez un éditeur qui dira « mes logiciels sont conformes » et il vous donnera la possibilité de délivrer l'attestation, soit il vous dira « eh bien, j'ai été certifié par un organisme extérieur, soit InfoCert, soit LNE, et vous pourrez également délivrer l'attestation. » Donc la première chose qu'il faut faire pour vous, en tout cas, pour vérifier si votre logiciel est ou bien sera conforme à la loi antifraude, eh bien, c'est de vous rapprocher de votre éditeur ou de votre revendeur qui vous a installé votre solution informatique de manière à savoir immédiatement si votre produit rentrera, en tout cas, sera conforme à la loi antifraude. Donc seul un logiciel à jour des dernières obligations légales vous permettra donc de présenter l'attestation de conformité en cas de contrôle. Maintenant, nous allons voir les risques en cas de non-conformité. Tout d'abord, le dispositif de contrôle. La conformité des logiciels donc, pourra être contrôlée à tout moment dans les locaux professionnels par l'administration fiscale, et ce de manière inopinée. Une intervention sera possible entre 8h et 20h. Il y aura la remise d'un avis d'intervention. À l'issue de l'intervention, il y aura établissement procès-verbal qui va référencer les différents logiciels qui ont été contrôlés et détenus par les entreprises, et ce procès-verbal va lister les éventuels manquements par rapport à l'obligation d'utiliser un logiciel conforme à la loi antifraude. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une nouvelle forme de vérification. C'est-à-dire que vous pourrez avoir un contrôle uniquement sur le sujet de la conformité de vos logiciels. Ça ne va pas forcément se faire dans le cadre d'un contrôle fiscal. Donc ça, c'est quand même important de le préciser. Maintenant, nous allons parler des sanctions. Les sanctions sont assez lourdes en cas de non-conformité, puisque l'administration précise qu'il y a 7 500 € d'amende par logiciel non conforme. Donc si vous avez plusieurs logiciels, l'amende, elle n'est pas liée à l'entreprise, mais à chaque logiciel non conforme. Fort de ce constat, vous aurez ensuite 60 jours pour régulariser la situation. Et si dans ces 60 jours, votre ou vos logiciels ne sont toujours pas conformes, eh bien, on repart sur une amende de 7 500 €. Donc, c'est très très lourd en termes de sanctions.
Après, si vous venez la mauvaise idée de produire une fausse attestation ou un faux certificat, on rentre dans du pénal, puisque là, on parle de 45 000 € d'amende et ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Donc vraiment, ce sujet sur la loi antifraude, eh bien, on peut quand même constater que c'est extrêmement lourd au niveau des sanctions. Donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça, sachant que les contrôles vont démarrer dès l'année prochaine. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. Que faut-il retenir? Eh bien, si vous ne deviez retenir que 4 points, d'une part, c'est de se souvenir que la loi antifraude à la TVA s'applique au 1er janvier 2018, donc il ne faut pas perdre de temps, en tout cas d'aller contacter votre éditeur, votre revendeur, pour savoir si le logiciel que vous utilisez actuellement est conforme. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il faut aussi savoir comment éditer cette fameuse attestation en cas de contrôle au niveau de la fraude à la TVA. Donc, encore une fois, ça va dépendre de la solution qui a été choisie par votre éditeur, soit, comme je disais tout à l'heure, l'auto-attestation, soit passer par un organisme accréditateur. Et enfin, on peut quand même confirmer que, enfin préciser ici que les logiciels EBP sont conformes à la loi antifraude. Et vous trouverez tous les détails sur ebp.com et vous avez également des pages dédiées justement sur ces sujets-là. Voilà, j'espère que nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'espère que ce webinaire vous a appris pas mal d'éléments, en tout cas vous a rendu cette loi antifraude un petit peu plus limpide qu'avant de démarrer. Je n'ai pas regardé le chat pendant la présentation. Donc si vous avez des questions, bien écoutez, on peut prendre quelques minutes pour pouvoir, je dirais, y répondre en direct. Donc toujours avec Nathalie, Vanessa et moi-même. Donc je vous rappelle que vous pourrez télécharger le document, hein, bien sûr, que je viens de présenter, de manière à pouvoir vous y référer. Vous aurez les liens, comme je l'indiquais pendant tout le long du webinaire, vers différents articles de loi qui sont cités. Sans rentrer forcément ici dans le détail, ça aurait été un petit peu compliqué. On va mettre fin au webinaire. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé. Vous étiez effectivement extrêmement nombreux. Merci de votre participation. Le chat va continuer encore quelques minutes. Vous pourrez également retrouver ce document pour pouvoir le charger. Merci à tous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.